Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce, Nos mémoires. En ce 22 mai 1825, un cortège funéraire se dirige vers le cimetière du Père-Lachaise de l'Est parisien. L'intimité du convoi laisse difficilement imaginer que l'homme qui vient de s'étendre illuminera de sa pensée tout le XIXe siècle français. Olinde Rodriguez, Auguste Comte, Augustin Thierry, Prosper Enfantin entourent le cortège. Ce sont eux qui vont provoquer la notoriété de leur ami. Le crépuscule de la vie du duc Henri-Claude de Saint-Simon entraîne l'aurore et le rayonnement de ses idées, mais également la mise en pratique des méthodes sociales et industrielles issues de ses réflexions. Cette école de pensée sera nommée le saint-simonisme. En témoigne que moins de 100 ans plus tard, un peintre belge, Charles Houry, imagine les derniers instants de Saint-Simon, c'est le nom du tableau, comme un triomphe. Saint-Simon est présenté comme un maître pour l'élite de son temps et donc pour l'ensemble de sa société. Dans le même temps, Sébastien Charléty, un célèbre historien, membre de l'Institut, président de la Commission supérieure des archives nationales, introduit le saint-simonisme dans l'histoire des idées. En 1896, il écrit l'histoire du saint-simonisme. Le duc Henri-Claude de Saint-Simon est donc né en 1760. C'est le cousin du mémorialiste de la cour de Louis XIV, un penseur, économiste, philosophe, et bien moins connu de son temps que post-mortem. Mais il a toujours intrigué. Un fou, un exalté, une idole spirituelle d'un mouvement qui lui échappe, l'inventeur du socialisme, et pourtant, Saint-Simon est plus qu'un théoricien soutenu et prêché par un collectif d'amis. C'est l'origine d'une philosophie, le germe d'une conception de la société et du politique, bref, d'une école de pensée. Jean Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, vous animez la marche de l'histoire sur France Inter et vous souhaitez nous faire redécouvrir le saint-simonisme en dirigeant une nouvelle édition de l'ouvrage de Sébastien Charléty. Avant de nous attarder sur la pensée du saint-simonisme, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le choix de cette histoire du saint-simonisme, celle de Jean Charléty? Qu'a-t-elle donc d'original? Saint-Simon, c'est pas l'inventeur du socialisme, mais c'est l'inventeur d'un socialisme. Les gens du 19e siècle, quand ils se passionnaient pour l'histoire des idées, pour la question sociale, c'était un peu des gyrovagues qui allaient d'un socialisme à l'autre. Exemple, George Sand, qui n'aime pas Cabet, trop communiste, qui n'aime pas Proudhon, trop misogyne, qui fixe son choix sur Leroux, mais qui s'est intéressé à un moment au saint-simonisme. Donc c'est un peu un carrefour pour les esprits attentifs, Saint-Simon. Et puis il se tient aussi, je crois que c'est ça qui est assez passionnant aujourd'hui, il se tient à l'horizon de l'attente des ouvriers de son époque. On a discuté de Saint-Simon, c'est difficile à imaginer, parce que l'œuvre est labyrinthique et complexe, dans les ateliers. Et les prolétaires qui, la nuit, lisaient à la chandelle. La nuit des prolétaires, Jacques Crancière, c'est un grand livre sur ce milieu. Il correspondait avec les Saint-Simoniens, il lisait les journaux saint-simoniens, et puis ce qui est aussi très passionnant dans le saint-simonisme, Saint-Simon lui-même y prêtait moins attention, c'est la passion pour la question féminine, la femme comme étant le carrefour de la sensibilité et de l'esprit, la femme comme ayant le droit à la parole, et les mœurs rendues publiques sans complexe ni préjugés. Alors c'est ça qui m'a intéressé depuis longtemps dans le saint-simonisme, et puis quand même, il faut pas se cacher que cette édition nouvelle, il n'y en avait pas eu depuis 1931 de l'histoire du saint-simonisme de Sébastien Charléty, elle n'est possible que parce que il y a la Macronie. Monsieur Colomb, maire de Lyon, Lyon, c'est la deuxième capitale du saint-simonisme, où se mélangent le socialisme et l'ésotérisme, a sans doute depuis longtemps attiré l'attention du président de la République, s'il ne la connaissait pas, sur l'œuvre de Saint-Simon. Et dans la Macronie, il y a l'idée de la disruption. Un monde dans l'enfance va surgir, un monde caduc va s'effacer.
Il y a l'idée que la politique doit être mise au service de la production. La politique crée les conditions optimales pour la production. La politique doit être mise au service de l'égalité des chances pour les uns et pour les autres. Il avait beau être aristocrate de la même famille que le duc mémorialiste Saint-Simon avait jeté par-dessus bord les grandeurs d'établissement, et il s'intéressait beaucoup à toute la classe industrielle. Et dans la classe industrielle, il y avait d'abord pour lui ceux qui n'avaient rien, les prolétaires, à qui les chances n'étaient pas offertes. Alors dans le discours de promotion de l'individu qu'on entend chez Emmanuel Macron, il y a des échos de Saint-Simon. Alors je vais pas plus loin dans ce sens-là, parce que les chercheurs purs et durs, Saint-Simon, détestent ce rapprochement qu'ils considèrent comme éphémère, circonstanciel, parce que eux, ils sont dans la durée, et ils pensent que le saint-simonisme est un sillon qui commence il y a très longtemps, qui s'arrêtera jamais, qui ne s'arrêtera jamais, et que peu importe les opportunités du moment, l'important est de continuer ce sillon. Voilà, moi, c'est ça qui m'a intéressé dans cette histoire du saint-simonisme. Et puis, j'aime bien Charléty. C'est un homme de Lyon. Il a travaillé à Lyon dans sa jeunesse. Il a travaillé à Tunis. Les saint-simoniens étaient passionnés par la question de l'Afrique du Nord et par la résolution des impasses de la colonisation. Il a travaillé à Strasbourg après 1919 à la reconstruction de l'université, et il disait qu'il fallait ouvrir toutes les fenêtres de l'Alsace vers le monde. Il était aucunement dans le revanchisme. Le saint-simonisme essayait de dépasser l'idée des nationalités. Et puis, vous disiez recteur, membre de l'Institut. Oui, mais il y avait quelque chose en lui de jeune qui était alimenté par la flamme de ses premières années. Il s'était passionné pour ce courant de pensée. Il pensait qu'il était constitué par des gens qui n'étaient pas médiocres. Et un idéaliste, ça ne se refait pas. Ça ne se défait même jamais. Il était resté idéaliste et même couvert d'hermine ou en habit vert. Il était recteur d'académie, il était membre de l'Institut. Il était toujours au plus profond de lui-même saint-simonien. Oui, voilà, c'est en fait sa particularité, c'est qu'il écrit sur quelque chose en fait auquel il adhère. C'est-à-dire que c'est un historien positiviste par beaucoup d'aspects, un disciple d'Ernest Clavis. Il est de ce courant historique, mais en même temps qu'il dit la vérité, c'est ce qui peut nous unir et il n'y a rien de plus important. Il y a une sensibilité, il y a une effusion d'esprit. Le saint-simonisme est d'abord une union de sensibilité, au-delà des décennies, au-delà des siècles presque, et c'est ça qui alimente la plume de Sébastien Charléty, qu'on sent vibrer très souvent. Alors vous ne publiez pas tout l'écrit de Sébastien Charléty, il y a une vraie sélection dans cette réédition. Un allègement. Un allègement. Alors comment avez-vous déterminé votre choix et surtout pourquoi ne pas avoir choisi de tout publier à nouveau? Parce que ça aurait été d'un tiers plus long, et puis parce que les études saint-simoniennes, même si c'est la meilleure histoire du saint-simonisme sans doute qui demeure, les études saint-simoniennes ont beaucoup été transformées ces dernières années. Donc le premier chapitre sur le fondateur lui-même mériterait d'être renouvelé, notamment après la publication qu'on peut espérer définitive en 4 volumes par 4 directeurs des œuvres complètes de Saint-Simon. Et puis il y a aussi certains aspects que Charléty, vu l'époque à laquelle il écrivait, ne sentait pas comme nous autres contemporains. Saint-Simon, on aura sans doute l'occasion de revenir sur ce point, c'est l'homme de la circularité, c'est l'homme des réseaux, des tubes, et pas seulement des canaux comme le canal de Suez ou comme le canal de Panama auquel on pensait ou ont contribué ses disciples, mais les réseaux immatériels, les maillons qui permettent de faire rouler l'esprit, de faire rouler l'argent, de faire rouler l'information. Bon, en 1896, aussi intelligent, aussi affûté Charléty que fut Charléty, il pouvait pas bien sentir ce que aujourd'hui nous vivons dans la révolution numérique. Donc, il y a 2-3 pans qui ne sont plus assez significatifs aujourd'hui, que j'ai choisi à tort ou à raison de faire tomber. Mais peut-être est-ce à tort, parce que Saint-Simon, c'est l'accumulation.
et faire une sélection dans le saint-simonisme et dans l'œuvre de Saint-Simon est peut-être contraire à la pensée du maître. Je dis le maître, avec un M majuscule, parce que c'est ainsi qu'on l'appelait. Je vais vous dire ce qui se fera, par qui cela se fera et de quelle manière cela se fera. C'est ainsi que Saint-Simon s'exprime. Et alors, lorsqu'on lit Charletti, donc celui-ci nous explique que le duc de Saint-Simon est obsédé à l'idée d'avoir une mission. Saint-Simon est persuadé que sur Terre, il a un rôle à jouer. Quel est ce rôle ? Est-ce que ce rôle peut expliquer sa pensée ? Il a une pensée religieuse. Il y a une œuvre scientifique dans les textes de Saint-Simon. Il est passionné par les questions de l'organisation du corps. Il est passionné aussi par les questions de l'hydraulique. Jeune homme en Espagne, il a pensé à creuser des canaux avant que ses disciples ne s'intéressent à Suez, à Panama et au tunnel sous la Manche. Il y a une pensée politique dans ces textes. Alors souvent, quand il écrit sous l'Empire, il doit la réfréner. Après, pendant la Restauration, l'expression est plus libre et on le sent qui libère ses chevaux. Mais pour l'essentiel, pour le fond du fond, c'est une pensée religieuse. Alors, les passionnés de Saint-Simon aujourd'hui ont parfois du mal à le reconnaître et disent tout ce qu'il y a de religieux, l'aspect religiosité des textes, les contemporains, ceux d'aujourd'hui, les comprennent mal. Mais lui, il est dans une pensée prophétique, et j'allais presque dire dans une pensée messianique. Enfin, le mot de Messie n'aurait pas fait peur, en tout cas, à tel ou tel de ses disciples, comme le père Enfantin. Le Prosper Enfantin se faisait appeler le père, de même que Saint-Simon était nommé par ses disciples le maître. Donc, il avait une mission. Vous avez tout à fait employé le mot à remplir. Et les disciples de Saint-Simon, ensuite, vont organiser d'ailleurs des missions. Un petit peu comme les Mormons, ils partent à deux dans tous les coins de France, en Belgique, en Allemagne, s'appuyant l'un sur l'autre, ou comme les religieuses de Saint-Vincent de Paul, mais ils font pas la charité. Ils font la charité à ceux qui les écoutent, les ouvriers, les femmes, les gens de tout milieu, d'apporter une parole libératrice. Mais, si vous voulez, ce sont des post-chrétiens qui pensent que le christianisme a fait son temps, mais qu'un certain nombre de formes du christianisme, depuis le vocabulaire jusqu'à l'organisation de l'évangélisation, peuvent demeurer, mais dans un contexte laïcisé. Le christianisme me pouvant même, dans un certain nombre de régions, autour de la Méditerranée, qui est le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident, s'allier avec l'islam pour un dépassement réciproque, l'un et l'autre ayant contribué pendant un moment à une partie de l'histoire, mais l'histoire doit se développer, c'est une sorte d'eschatologie, tout s'emboîte, un temps nouveau doit s'ouvrir, mais ce temps nouveau conserve le vocabulaire religieux. Alors cet aspect religieux qui a été en fait impulsé par Saint-Simon et repris par les Saint-Simoniens, est-ce qu'il n'entre pas dans une logique paradoxale, puisque le saint-simonisme se développe à une période où qui baigne dans l'ère du positivisme, c'est le moment, c'est une ère scientiste qui refuse justement toute cette... Oui, mais là on parle de la naissance du saint-simonisme. Ce que vous désignez, c'est le saint-simonisme appliqué à partir du Second Empire, peut-être, ou de la Troisième République. Mais vous qui connaissez l'histoire du 19e siècle, du premier 19e siècle, vous savez bien que 1830, c'est un temps d'effusion religieuse. Vous avez Lamennais qui va publier peu de temps après la Révolution Paroles d'un croyant, et Paroles d'un croyant, c'est une suite de prophéties qui sont mises les unes au bout des autres, qu'on se récite par cœur. Je reviens au thème de l'ouvrier, de l'atelier, de la nuit des prolétaires, de ce que lit l'ouvrier la nuit, qu'on se récite par cœur dans les milieux ouvriers. Et puis, alors là, dans un autre monde social, dans les années qui suivent la Révolution de 1830, la Vierge va commencer à apparaître, des prophéties apocalyptiques vont se diffuser. Le premier saint-simonisme est tout à fait au diapason de son époque. Mais, en effet, peu à peu, bridé, persécuté, dispersé, une partie des saint-simoniens vont devenir
des individus pragmatiques. Et ça, dans le climat scientiste, dans le climat positiviste, dans le climat capitaliste, notamment sous le Second Empire. Alors c'est après la mort de Saint-Simon que donc son groupe d'amis se retrouve autour d'un journal, Le Producteur, pour fonder en quelque sorte l'école de pensée saint-simonienne. Alors est-ce qu'ils se revendiquent dès la mort de Saint-Simon comme des Saint-Simoniens et des disciples du maître? Ah oui, sauf que un certain nombre de disciples ont déjà branlé dans le manche. Alors vous avez cité autour de la dépouille de Saint-Simon Augustin Thierry, l'historien, Auguste Comte, le philosophe. Alors ceux-là vont assez rapidement s'éloigner. En revanche, ceux qui s'affirment saint-simoniens ne sont pas nécessairement ceux qui ont été le plus proches du maître dans les dernières années de sa vie. Le père Enfantin, qui va jouer un rôle essentiel, a à peine connu Saint-Simon. Bazard, son coturne, qui va pendant un moment diriger en même temps que lui l'école saint-simonienne, n'en était pas non plus extrêmement proche. Si vous voulez, au début, avant que ça ne prenne la forme d'une église, d'une communauté, alors d'aucuns diront d'une secte, ça avait la forme d'une école. Et cette école pensait, en effet, d'abord, vous avez cité le nom du producteur, la transformation sociale, la transformation des conditions de la production, l'ascension de l'industrie, l'organisation de l'État. Mais l'événement que constitue la Révolution de 1830 oblige les Saint-Simoniens à développer leur activité. Ils peuvent pas ne pas participer à la Révolution de 1830. C'est pas qu'ils soient libéraux, ils ne le sont pas. C'est pas qu'ils soient démocrates, ils ne le sont nullement. Mais enfin, il y a une opportunité à saisir qui consiste, sinon à monter sur les barricades, à se faire entendre des populations après 1830. Et ils prennent le contrôle d'un journal qui a été essentiel dans la Révolution de 1830, qui était un journal à l'origine libérale, qui s'appelle le Globe. Et le Globe, ils vont le distribuer, souvent gratuitement, aux personnes qui sont censées avoir de l'influence, les parlementaires, les ingénieurs, les polytechniciens. Ils vont l'accompagner de brochures, certaines qui vont être tirées jusqu'à 10 000 exemplaires. Et cette mécanique de propagande va les chauffer. Ils vont s'installer dans une maison rue Monsigny, ils vont commencer à avoir une vie communautaire extrêmement organisée. Et insensiblement, on va passer, a-t-on dit, de l'école à l'église. Et de la co-direction de Bazard et du père Enfantin à la seule et unique direction d'Enfantin, le père, il fallait écrire père en lettres majuscules, P-E-R-E, la mise à l'écart de Bazard ayant été faite en particulier sur la question des femmes. Bazard ne souhaitait pas la publicité des mœurs à laquelle voulait se vouer Enfantin, et il trouvait que l'hypothèse du divorce, le droit des femmes à s'exprimer sans cesse, étaient peut-être des hypothèses excessives pour l'époque. Et c'est d'ailleurs pas tout à fait faux, puisque c'est sur ce point-là que le gouvernement de la monarchie de Juillet a mis le doigt et a trouvé l'occasion de faire des procès aux Saint-Simoniens et de mettre fin à leur vie communautaire. Mais alors il y a un moment extraordinaire qui est resté évidemment dans la mémoire. C'est peut-être ce dont les gens se souviennent le plus quand ils connaissent le mot Saint-Simonisme. Le moment extraordinaire, c'est 1832, Ménilmontant. Voyant se profiler l'orage, Enfantin et les hommes de sa suite décident de s'installer sur le mont des Oliviers, parce qu'ils attendent d'être arrêtés. Et le mont des Oliviers, c'est le 145 rue de Ménilmontant. Et cet été, j'ai été voir ce qu'était ce 145 rue de Ménilmontant. La maison de famille que possédait Enfantin a évidemment été détruite, et il y a un square des Saint-Simoniens à Paris, dans le 20e. Et ce square, j'avais vu sur mon vieux plan que c'était une petite enclave minuscule. Mais maintenant, avec la transformation du lot d'immeubles qui sont situés à cet endroit-là, c'est un vaste espace de jeu où il y a plein d'enfants qui crient dans tous les sens, des gamins des écoles, des gamins d'une cité voisine, et ça réjouirait beaucoup le père Enfantin. Mais quand lui était installé là, au vu et au su de tout Paris, parce qu'il était en hauteur, il avait voulu, pendant quelques semaines, montrer ce que pouvait être une vie collective partagée, et un petit peu à la manière de la vie monastique, il avait institué un costume
Donc chacun ne pouvait, le boutonnage se faisant dans le dos, s'habiller qu'avec le secours d'un autre. Il avait aussi institué des services communs. On a vu tel ou tel Saint-Simonien qui deviendra plus tard ministre de Napoléon III, cirer les chaussures de l'autre ou éplucher les patates. Il organisait des fêtes avec de la musique. Il y avait un grand musicien saint-simonien qui s'appelait Félicien David. Alors les Parisiens, pendant un moment, sont venus voir ce petit groupe. Ils n'ont jamais été très nombreux, les Saint-Simoniens. Mais c'était très 600, théâtral. 700, 2000 si on compte les sympathisants. Et c'était organisé comme des séances de théâtre, ou plus exactement comme une sorte de passion. Jusqu'à ce que la maréchaussée vienne arrêter Enfantin et son ami Michel Chevalier, qui était son second. Et alors, ils sont descendus en procession. Et ils se sont retrouvés au Calvaire, c'est-à-dire à Sainte-Pélagie, pour un séjour court. Ils n'étaient pas en danger de mort, eux. Mais voilà, c'est la surchauffe, enfin, qui a caractérisé à ce moment-là l'école, l'a fait passer pour ridicule, mais a marqué d'un saut très fort tous les gens qui ont participé à cette aventure. Quel que soit le destin plus tard des Saint-Simoniens, chacun de ceux qui ont vécu cette année cruciale, au sens premier du mot, ils ont eu le sentiment d'avoir une année qui comptait double. C'était leur mai 68 à eux, si on fait une comparaison avec aujourd'hui. Et ils n'ont cessé d'y penser en disant on a été fécond, on a été meilleur pendant cette période-là. C'est ça d'ailleurs qu'aimait Charletti. Mais en fait, le Saint-Simonisme, c'est pas seulement un ensemble de spéculations, mais c'est vraiment ancré, incarné. Il y a une vraie volonté de se faire voir aussi. Et en fait, cette pensée, si elle pouvait, enfin, si Ménilmontant, enfin, la maison à Ménilmontant pouvait paraître un peu ridicule, finalement, on peut se rendre compte que la pensée saint-simonienne a un impact assez considérable, en fait, dans cette société du 19e, parce qu'elle a beaucoup touché les polytechniciens, les ingénieurs, et finalement favoriser les grands travaux des chemins de fer, les travaux du canal de Suez. Alors il faudrait en effet regarder point par point les lieux d'influence du saint-simonisme. Enfantin est en prison. Ses amis décident de lui chercher une femme, la femme idéale, F majuscule. On les appelle les compagnons de la femme. Ils partent en Orient, ils partent à Constantinople. Et chaque fois qu'ils voient une femme voilée dans la rue à Constantinople, ils s'inclinent jusqu'à terre devant elle. Et l'Empire ottoman trouve que tout ça est un peu inquiétant. Excessif, et ils expédient le groupe des 13 compagnons de la femme avec à leur tête Barreau en Égypte, qui était d'ailleurs leur point de destination. En Égypte règne un Khedive qui se veut indépendant de l'Empire ottoman et qui s'appelle Mehemet Ali. Et les Saint-Simoniens, rejoints par Enfantin, qui est enfin sorti de Sainte-Pélagie, proposent à Mehemet Ali la construction d'une voie de chemin de fer ou d'un canal dans l'isthme de Suez. Et c'est le début de l'idée du canal de Suez. Alors une peste se déclare, des difficultés financières dans le Khedivat interviennent, mais Mehemet Ali change d'avis, Enfantin finalement quittera l'Égypte. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est très bien documenté maintenant parce que ça passionne les spécialistes de l'Orient, c'est que sont restés en Égypte plusieurs Saint-Simoniens, notamment ces polytechniciens dont vous parlez. Tel ou tel s'est converti à l'islam, Urbain Pacha, d'autres ont été chargés de cours sur la formation technique des Égyptiens. Des femmes sont restées qui se sont spécialisées dans l'enseignement pour les plus jeunes. Il y a une véritable aventure égyptienne des Saint-Simoniens. Plus tard, Ferdinand de Lesseps, qui avait joué un rôle d'intermédiaire dans la première présence des Saint-Simoniens, vaincra les Saint-Simoniens sur le choix du tracé du canal de Suez. Et c'est à Lesseps que le mérite sera attribué d'avoir réalisé le canal. Mais même dans cette dernière période, Enfantin qui se survit, qui est un homme d'affaires, mais de rester un idéaliste, on ne défait pas les idéalistes, il est mêlé aux dernières années de la préparation du canal de Suez. Alors il y a l'Égypte, et puis il y a l'Algérie.
Et ça, c'est passionnant, enfin, la présence des Saint-Simoniens en Algérie. Une fois qu'il n'a pas réussi à mener ses plans avec Mehmet Ali, le malheureux père Enfantin fait équipe, croit-il, avec le prince de Joinville, qui essaye de solder les catastrophes de la colonisation française, des premières années de la colonisation française en Afrique, et en Afrique du Nord. Et en Algérie, Enfantin essaye d'imaginer un autre système de propriété qu'individuel. C'est-à-dire que, au lieu de distribuer aux soldats laboureurs une petite propriété individuelle, est-ce qu'on peut pas trouver dans les formes traditionnelles de la propriété collective algérienne quelque chose qui préparerait une production par association et qui permettrait aux Algériens d'être partie prenante de l'expérience collective. Et des Saint-Simoniens, alors qu'Enfantin, comme d'habitude, est parti au bout de peu de temps, des Saint-Simoniens restent en Algérie. Et si on regardait un peu à travers le monde, on verrait des Saint-Simoniens en Nouvelle-Calédonie. Et puis, tout bêtement, dans toutes sortes de régions de France, en Bretagne, il y avait Émile Souvestre, le grand écrivain, il y avait Louis Rousseau, ces Saint-Simoniens, à leur petite échelle, locale, essayent de trouver de meilleures formes de collaboration entre les classes, de meilleures conditions pour la prospérité commune. Et c'est une sorte d'infusion, quoi, le saint-simonisme. Mais évidemment, ceux qu'on connaît le plus, mais est-ce que c'est les plus excitants? Et c'est pas ceux peut-être que préférait Charletti, c'est les frères Pereire, avec leur projet de banque, avec leur projet de chemin de fer. C'est tous ceux qui ont, comme Michel Chevalier d'ailleurs, devenu professeur au Collège de France, alors qu'il avait été prisonnier aux côtés d'Enfantin à Sainte-Pélagie, ceux qui ont choisi l'association avec le pouvoir du Second Empire afin de réussir pragmatiquement à constituer des affaires profitables. Mais c'est un monde de la mouvance quand on vous entend et quand on lit Charletti, on se rend compte que c'est une vraie ambition d'un monde de réseau, de mobilité, de circulation. Si je peux parler ainsi, c'est une philosophie qui paraît très bien correspondre en fait à notre c'est comme dans Storia Voce, vous savez, le S désigne les tuyaux. Et moi j'aime bien l'image du pape pour désigner la société difficile dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il dit: François, nous sommes dans un polyèdre. C'est-à-dire, le polyèdre, c'est une forme très difficile à définir parce qu'elle est irrégulière et ce sont des pans mal emboîtés, de dimensions différentes. Ça correspond à chacune des communautés, à chacune des classes de la société. Ça ne communique que par des arêtes vives et ça peut pas être stable, ça peut pas être posé sur une table, ça peut pas tenir. Tandis que la circularité, la mobilité, la circulation, le tube, eh ben c'est une forme autrement satisfaisante et pour l'esprit et pour le devenir. Merci beaucoup Jean Lebrun pour votre éclairage sur l'excellent ouvrage de Sébastien Charletti. Je vous invite, chers auditeurs, à vous plonger dans cette leçon d'histoire chez Perrin, aux éditions Perrin, tout à fait, que vous trouverez sous le titre L'histoire du saint-simonisme, donc préfacé par Jean Lebrun. Cet ouvrage vous fera découvrir l'histoire d'une école de pensée, comme on a pu l'évoquer dans notre émission, l'histoire d'une idée qui semble avoir dépassé son auteur, d'un système et de ses influences, de ses acteurs et de ses institutions. Elle vous fera redécouvrir le 19e siècle français et surtout les fondements théoriques qui l'ont porté jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.